Ça n'étonnera pas grand monde, un des spécialistes de la tour de Crest dans la Drôme a une belle connaissance de l'architecture médiévale puisque, sur ce modèle, Claude Huot a donné plus d'un demi-siècle de sa vie à créer un étonnant bâtiment à une quinzaine de kilomètres de là, exactement à Piégros. Tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui, qu'il a bâti de ses mains, pratiquement sans concours extérieur, était en ruine il y a déjà 300 ans environ. Vous voyez par exemple quand j'ai racheté, cette tour elle était à peu près par ici, vous voyez, elle descendait comme ça jusque par là. Et aujourd'hui, la tour telle que nous la voyons, elle fait combien de mètres? Oh, ça doit faire 12-13 mètres je pense à peu près. L'attirance pour l'architecture militaire médiévale, ça vient plutôt de visites quand j'étais gosse avec mes parents, de ruines de châteaux. J'en ai un en particulier qui m'est resté en tête, où je me sentais très à l'aise. Ça me plaisait ce genre de truc bien placé en général sur des hauteurs. Mon père était bricoleur, mon oncle était très bricoleur, donc moi j'avais cet atavisme-là qui était très important. Oui, parce que bricoleur, vous n'êtes pas qu'un peu, quoi. Oui, bah, on change d'échelle. Et en plus, à l'époque, ils m'ont mis dans la section moderne. Donc à partir de la 5e, on faisait du dessin industriel, de l'atelier, de la technologie. Donc si vous voulez, ça m'a beaucoup servi, par exemple les plans, tous les plans, les centaines, milliers de plans que j'ai fait de la tour, je veux dire, j'ai appris dès le lycée. Troyes, donc, est une ville où il y a beaucoup de patrimoine qui date du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Quand on circule dans le centre-ville, qu'on appelle le bouchon, parce qu'il a la forme d'un bouchon de champagne, alors toutes les murs extérieurs, les enceintes ont été détruites et remplacées par des boulevards ou des jardins. Mais c'était le centre-ville, donc il était constitué de maisons à pans de bois. Et puis bien sûr, il y avait beaucoup d'églises. Là, on a la cathédrale, plus une autre église. Et il y en avait une vingtaine au Moyen-Âge, et il en reste 9. Voilà, donc quand on est dans cet environnement, effectivement, on ne peut pas ne pas penser au Moyen-Âge. Et c'était vos balades avec vos parents? Bah là, c'était même seul. Voilà, j'étais adolescent à l'époque, hein, j'étais plus enfant. Donc en 68, je suis étudiant à Paris. Juste avant de passer mes 2 derniers certificats, arrive mai 68. Je faisais de la sérigraphie. Et puis dans l'école où je faisais le professorat, l'une des professeurs de décoration avait monté une troupe de spectacle qui s'appelait la troupe de l'artichaut. Voilà. Et donc, juste après mai 68, début juillet 68, je suis monté dans ma vieille de chevaux et avec une amie qui faisait partie de la troupe aussi, nous sommes descendus de nuit de Paris à Dieulefit. Et à 6 heures du matin, nous sommes passés sur le pont de Crest et j'ai vu sur le côté qu'il y avait un immense édifice dont je ne savais pas à l'époque qu'il occuperait une bonne partie de ma vie. Voilà, le rapport entre l'enchaînement des choses. Et est-ce que ça, pour autant, est-ce que ça vous installe dans la Drôme? Quand même pas tout de suite. Pas tout de suite. Alors, j'avais trouvé que la Drôme était surtout qu'il faisait un temps magnifique. À l'époque, je cherchais l'ombre. Hein. Et nous sommes redescendus à l'été 69. Et en espérant peut-être trouver une ruine à remonter. Mais il n'était pas question de château à l'époque. Hein. Et un peu par hasard,
Donc des Parisiens qui avaient une résidence secondaire dans la Drôme nous avaient hébergés. Et c'est eux qui ont vu chez un agent immobilier à Cray qu'il y avait les ruines de Piégros à vendre. Pas cher. Alors, pas cher, mais quand même, à l'époque, j'étais étudiant. Bon, mon épouse travaillait, mais enfin, c'était pas évident non plus. Donc, on l'a racheté à plusieurs, à 2 couples plus un célibataire. Et donc, on l'a racheté fin 1969. Mais dès l'été 1970, il y a eu des problèmes à l'intérieur du groupe. Et donc, je me suis retrouvé seul à rembourser l'emprunt qu'on devait rembourser à 5, et en plus avec une pension alimentaire à payer. Mais dites-moi, lorsque vous voyez ça, vous n'avez pas peur? Non. Non, non. Parce que vous nous montrerez tout à l'heure. Ben, c'est ça. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est quand même pas grand-chose. C'est quand même pas grand-chose. C'est ça de plus près. Et c'est ça en couleur avec le lierre enlevé. Voilà. Donc effectivement, c'est un gros chantier. Est-ce que tout de suite, vous avez des idées aussi amples que ce que nous pouvons voir aujourd'hui? Bien sûr que non. Ça s'est construit au fur et à mesure, bien sûr. On a restauré d'abord la partie la moins abîmée, c'est-à-dire celle où nous sommes actuellement, qui n'était pas l'habitation du château, qui était des communs. Donc il y avait une grande cave voûtée, mais la voûte effondrée, bien sûr, en sous-sol. Et au-dessus, certainement une grange, dont une partie, la partie où nous sommes, la partie sud, a été, sans doute à une époque assez tardive, transformée en logement pour les fermiers. Parce que le seigneur prenait des fermiers pour s'occuper des terres et des animaux, et il leur imposait d'habiter le château, parce que lui, il était itinérant. À partir de quand, autant qu'on puisse le savoir, le château est en ruine? Il n'est déjà plus habité en 1733, puisqu'on a 2 visites, 1733 et 1736, qui viennent du fait que 2 familles se partagent l'héritage et font venir des professionnels, maçons et charpentiers, pour décider quelle famille paiera tels travaux, quelle autre famille paiera tel autre travaux. Évidemment, ça a l'avantage d'avoir une description assez précise, hein, mais à part, bon, il y a toujours des problèmes, savoir où sont les escaliers dans ce genre de description, souvent ils ne sont pas marqués, mais donc on a une description assez précise de l'état du château au premier tiers du XVIIIe. Et il est déjà, même s'il est encore couvert, il est quand même bien abîmé, et il est bien abîmé, entre autres, parce que c'est un site à foudre, puisqu'on est sur une colline, sur un rocher. Donc c'est marqué dans le texte, il y a une tour qui est en mauvais état à cause du tonnerre. Ils ne mettent pas la foudre, ils mettent le tonnerre. Vous y connaissiez quelque chose, je veux dire à la fois en maçonnerie, enfin à tous les métiers du bâtiment. Je travaillais bien le bois. Je faisais déjà des meubles quand j'étais à Paris pour gagner de l'argent. J'avais inventé un système d'étagères, enfin de meubles à étagères verticales et à montants horizontaux. Quand j'étais gosse, sitôt que j'ai su marcher, pratiquement, j'avais un marteau à la main. Enfin, et je voyais mon père faire. Mon père était instituteur, mais en dehors
des cours, il bricolait beaucoup. Donc j'ai commencé très très tôt. Alors la maçonnerie, j'ai commencé par contre ici. Et il y a des gens qui vous ont conseillé ou bien vous avez tout... Je crois que dans le travail manuel, on a le sens du travail manuel ou on ne l'a pas. Ça vous a coûté une fortune? Ben, ça a été étalé dans le temps. Et puis mes parents, qui n'étaient pas riches mais très économes, m'ont aidé. Mais bon, évidemment, quand on regroupe tout ce que j'ai dépensé, c'est phénoménal, mais étalé sur ça fait 53 ans. Étalé sur 53 ans. Qu'est-ce que vous avez eu comme contrainte? C'est pas ni classé ni inscrit. Donc mon principe, c'est de garder l'enveloppe extérieure, mais à l'intérieur, je redécoupe par rapport à... Par exemple ici, le bâtiment était sur toute la longueur, puisque c'était une grande cave voûtée et une grange. Bon, la grange, je l'ai recoupée par ce mur que vous avez là. Il vous a fallu évidemment du matériau, et puis probablement dans des quantités invraisemblables. Donc, d'où il vient ce matériau? Alors, pour tout ce qui est pierre de parement, c'est-à-dire les pierres à l'extérieur des murs, et les pierres à l'intérieur des murs, évidemment, ça vient d'ici. Par contre, pour tout ce qui est encadrement de fenêtres, de portes, tout ce qui est cheminée, tout ce qui est dallage, c'est de la récupération. Récupération de? Dans des ruines, hein, où les gens, peu à peu, j'ai été connu, donc les gens, des fois, venaient me les proposer même. Soit gratuitement, soit en payant, mais... Donc j'ai récupéré. Il y a un entrepreneur, par exemple, de Creil, lorsqu'il a arrêté son entreprise, il m'a amené un camion de pierres d'encadrement. La tour de Crest est la partie supérieure de ce qui nous reste d'un ensemble de constructions commencées d'abord par la famille fondatrice de la cité, les Arnaud, au XIe, XIIe siècle, puis des comtes de Valentinois et des évêques de Die. Ces deux derniers acteurs vont se faire une guerre incessante dès la fin du XIIe siècle et jusqu'au XIVe, ruinant toute la région alentour. Il ne reste pratiquement rien du château des comtes de Valentinois, situé plus bas que la tour. Effectivement, donc il y avait la ville et un château au départ, le château des Arnaud. Après, Arnaud, partant à la croisade, et pour financer son départ à la croisade, donne la suzeraineté à l'évêque de Die sur la ville de Crest. À la même période, mais donc disons première moitié du XIIe, arrivent à Crest les comtes de Valentinois, et qui créent un deuxième château, et donc qui s'accapare aussi, on ne sait comment, une partie de la ville, mais plus petite que celle qui appartient à l'évêque, et antérieurement à Arnaud de Crest. Mais tout ça, on manque beaucoup de documentation là-dessus, hein. Faut être très prudent. On va passer d'un château avec 3 tours, des courtines et une cour intérieure, à une tour couverte. C'est un cas probablement assez unique de transformation d'un château en tour. À la fin de l'automne 83, je vois qu'il y a une conférence sur la tour de Crest. Alors je vais à cette conférence et à la fin, donc je vais voir les deux conférenciers, Jean-Claude Alcamo et Jean-Noël Courriol, avec qui je vais devenir ami et avec qui je vais travailler sur l'étude de la tour. Parce que jusqu'à maintenant, toutes les publications sont des publications qui datent du 19e ou début 20e, qui sont parfois rééditées,
et donc qui transmettent beaucoup d'erreurs. Nous travaillons pendant quelques mois pour réaliser une première brochure sur la tour en 1984. Alors de façon très artisanale, hein, tapée à la machine, pas très bien imprimé parce que l'imprimeur maîtrisait pas très bien l'ancrage de l'offset, je trouve, ça bave un peu. Mais entre-temps, j'avais fait de nombreux plans qui n'avaient jamais été faits. Qu'est-ce qui fait qu'on l'a construit là? Deux raisons. Une géologique, à cause de la crête rocheuse sur laquelle il est bâti et qui a donné son nom à Cray. Cray, c'est Cresta, hein, c'est la crête. Alors cette crête rocheuse abrite à la fois le site castral et en partie la ville aussi, hein, en contrebas, et elle permet, quand elle traverse la Drôme, d'avoir une assise solide pour le pont. Alors deuxième raison géographique, nous sommes au croisement de deux routes importantes, une qui joint la vallée du Rhône aux Alpes et à l'Italie, est-ouest, et une nord-sud qui double celle de la vallée du Rhône. C'est un ensemble de villes de bourg castral avec au sommet donc deux châteaux, puisqu'il s'agit d'une co-seigneurie, donc une seigneurie laïque, celle des comtes de Valentinois et de Divois, et une seigneurie ecclésiastique, celle des évêques, dans un premier temps de Die, puis de Valence et Die, car les deux évêchés sont regroupés vers 1275-16, afin d'être plus forts face aux comtes de Valentinois et de Divois. Mais entre parenthèses, c'est ingérable cette histoire, parce que avoir deux patrons pour une même cité, c'est d'ailleurs pourquoi sans doute une partie du château va disparaître. La cité est partagée elle-même en deux et le territoire est partagé aussi. Nous avons une description de la partie appartenant à l'évêque qui date du début du XIVe siècle et qui montre que, en fait, l'évêque possédait beaucoup plus de territoire et même dans la ville, une partie plus importante que le comte. Et son château, étant le premier, était situé au meilleur endroit et était plus haut que celui des comtes. Donc il y a une domination territoriale et stratégique de l'évêque qui va entraîner une lutte très longue qui part en gros de la fin du XIIe officiellement en 1356 avec le traité de Lyon. Et pendant toute cette période, les comtes n'auront cesse d'essayer de reprendre à la fois le château de l'évêque et les parties de la ville. Mais alors, lorsque nous regardons aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de l'un ou l'autre de ces châteaux? Alors la tour actuelle, la voilà, hein, elle est ici. Et le château inférieur, celui des comtes, il était ici. Le château supérieur, celui des évêques, vous voyez, c'est tout ça, toute cette enceinte, avec des bâtiments dans la basse-cour. Et le château des comtes, au départ, c'est celui-ci. Les comtes, il reste des traces dans le rocher, il reste quelques pierres au démarrage du donjon. Mais bon, c'est pas grand-chose. Sinon, on voit les traces dans le rocher, le trace de cette cheminée, par exemple, là. Elle est taillée dans le rocher. Par contre, il reste les murs, ici, qui soutiennent
la cour du château des comtes. Les comtes avaient un château plus petit, mais ils avaient une très belle cour, alors que les évêques avaient un grand château, mais avec une cour très en pente, et en pente dans les deux sens. Est-ce qu'on sait combien il pouvait y avoir de personnes là-dedans? Alors ça doit dépendre des périodes. Si le Seigneur est là, il y a du monde. Si le Seigneur n'est pas là, il y a moins de monde. Il y a un minimum de choses. Par exemple, dans le château inférieur, ça fait auditoire de justice. Donc, vous avez un auditoire. Alors, vous voulez dire le château du comte? Dans le château du comte. Dans oui, le château oui, du oui, comte, oui. oui. Vous savez, les garnisons, hors période de guerre, elles sont souvent pas très importantes. Les garnisons. Par contre, il y a souvent. Enfin, moi, j'ai pas de texte sur Cray précisément, mais les habitants participent aux guets, par exemple. Il y a aux tours de guet, etc. Il y a une participation des habitants. On trouve beaucoup de documentation sur le château de Cray permettant d'éclairer ce qui s'est passé successivement. Bah, c'est très fragmentaire, très très fragmentaire. Bon, sur l'entretien, par exemple, l'entretien et les adaptations du XVIIIe siècle, j'ai beaucoup de documentation. J'ai comme ça de documents avec les plans et tout. Je veux dire, je peux vous dire à quelle époque on a remplacé tel plancher, à l'époque on a ouvert telle fenêtre, etc. Sur le 18e, oui. Ben déjà, entre 1508 et 1657, sur le château proprement dit, on n'a rien. Vous voyez, ça fait déjà un gros trou. Alors on a une description très précise en 1508-1509, début 1509 disons. Et avant, bon, on a des choses au 15e, mais c'est très parcellaire, je veux dire. Et puis avant le 15e, c'est sur le bâtiment lui-même, hein, c'est très 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 réduit, hein, très réduit.